Je voudrais qu'on revienne sur les principales interventions de Jordan Bardella il y a quelques instants, et notamment ce qu'il a dit sur l'islamophobie, interrogé par Sonia Mabrouk. Maintenant, moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un terme qui est utilisé en réalité par les islamistes dans notre société, et notamment par les frères musulmans, pour jeter des fatwas contre tous ceux qui émettent des critiques politiques, des critiques de fond à l'égard de l'idéologie islamiste qui se diffuse dans notre société. Bon, on a le droit d'être cathophobe, on a le droit d'être judéophobe, on a le droit d'être islamophobe, pourquoi pas, on a le droit de critiquer une relation, on a le droit d'une relation, une religion, bien évidemment. Et son analyse n'est pas tout à fait fausse. C'est-à-dire que le mot islamophobie, bien souvent, est fait pour empêcher la discussion. Vous savez que l'emploi de ce terme a fait débat au sein même du gouvernement. Bruno Retailleau refuse de l'utiliser. François Bayrou, lui, l'a employé ce week-end. Alors, il a dit ignominie islamophobe. Je vois une petite nuance. Et ça reste quand même un mot qui reste connoté. Il a été repris d'ailleurs par Manuel Valls. Hein. Manuel Valls, oui, mais le mot... Ouais. Est-ce que vous mettez pas de nuance entre ignominie islamophobe et islamophobie ? Non, pas vraiment. D'accord. Non. Bon. Bah écoutez, je suis Soyons... plus... Non. Je savais que j'étais plus nuancé que vous, et souvent on me rapporte cette... Oui, vous montrez tous les jours qu'on peut être modéré avec passion, c'est évident. Mais qui est-ce qui disait ça, modéré avec passion ? C'est un vieux philosophe qui s'appelait extrêmement estimable, que d'ailleurs François Bayrou connaissait bien. C'est un philosophe démocrate chrétien qui s'appelait Étienne Borne. Voilà. Bon. Un jour, je vous raconterai une petite histoire sur les démocrates chrétiens qu'on m'a racontée, qui est assez amusante. Comment ? Allez-y, là. Non, mais elle est un petit peu longue. C'est pour ça qu'elle est un petit peu longue. Je crois que c'est Jules César à Rome qui est ennuyé parce que ça se passe mal, etc. Et il dit bon, faites-moi venir des lions, faites-moi venir des esclaves, et on va calmer. Faites-moi dire des chrétiens, et on va calmer un peu la foule. On va me donner des chrétiens aux lions, etc. Bon. Et puis, au Colisée, sont réunis tout Rome, bien évidemment, toute la population est là, etc. Et les chrétiens rentrent face aux lions. Et puis, les chrétiens commencent à manger un lion. Et puis, les chrétiens commencent à manger 2 lions, etc. Et César appelle son intendant, il lui dit « J'ai dit des chrétiens, pas des démocrates chrétiens. » Bon, Jordan Bardella, violence. Vous allez voir quand on comprend. Vous allez voir quand on comprend. Jordan Bardella, la violence aujourd'hui est partout. Notre société fait face à une flambée de violence et qu'il n'y a plus un seul territoire où les Français sont à l'abri de cette insécurité. Donc ce crime mérite la perpétuité réelle et la France, elle, mérite un sursaut sécuritaire, pénal et migratoire pour protéger notre pays. Rendez-vous compte, on parle là d'une ville de 5000 habitants. Je veux dire, on ne parle pas d'une grande ville, on ne parle pas d'une banlieue sensible, on parle d'une ville de 5000 habitants. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui, même très loin des villes, eh bien, ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous ferons du rétablissement de l'ordre. Alors là, on arrive, et il y a beaucoup de gens qui soulignent ça, on arrive à un tel niveau de violence que pour contrer cette violence, notre état de droit, et j'entends parfois ces prises de parole, notre état de droit ne suffirait pas, ce qui est évidemment très très inquiétant. Oui. Quand Dominique Régnier dit ça exactement, hier, c'est Dominique Régnier. Laurent Ferrari, en effet, ça laisse pantois. Tout à fait, je le dis pour Marine Lançon, si on peut ressortir effectivement Dominique Régnier, vous n'avez pas, c'est lui qui a dit ça hier. Oui. Ce qui est quand même terrible, c'est Olivier de Lagarde. On s'habitue à ce qu'aujourd'hui, un lieu de culte soit protégé par la police. On ne s'habitue pas. On voit ça maintenant, les grandes fêtes religieuses catholiques, vous avez toujours des gendarmes qui sont maintenant dans les églises. Il n'y a pas une synagogue qui ne soit pas protégée par des forces de l'ordre. Enfin, tout ça pour des lieux de culte quand même, quoi, dans la société française. Bon, troisième passage de Jordan Bardella, la gauche et la récupération, ce dont on a parlé hier. J'ai le sentiment que la gauche, elle est l'arme à géométrie variable. Et cette gauche qui est extrêmement ferme, extrêmement dure pour condamner ce qui s'est passé ce week-end, je l'ai été, je le suis, et je le suis sans la moindre ambiguïté, est bien plus silencieuse lorsqu'il s'agit de condamner des actes qui ont pu viser Philippine, qui ont pu viser Thomas, Crépol, qui ont pu viser Lola, lorsqu'il s'est agi par exemple de condamner le 7 octobre. Et je n'aime pas cette indignation à géométrie variable et cette condamnation de la violence à géométrie variable. Est-ce que l'indignation à géométrie variable, elle n'est pas Vincent Herouet de tous les côtés ?
mais j'ai 2 heures. Est-ce que, non, mais est-ce que tout le monde n'a pas aujourd'hui, à C'est une droite vraie comme à question que gauche, vous me parfois posez. ses victimes et c'est... Non, mais c'est pas question de géométrie variable. Ce qui est frappant, c'est qu'on va d'indignation en indignation. Un clou chasse l'autre. On est dans une société où tous les jours, on a motif en lisant le journal ou en feuilletant en se sur le net, de s'étonner, de s'exclamer, c'est la première fois. Tiens, non, c'est la deuxième. Et ça, c'est Charlotte, frappant. est-ce que... Le sentiment d'impuissance de l'État. L'honnêteté intellectuelle est la base de la réflexion des journalistes, je l'espère. Lorsque vous voyez ce monde médiatique, est-ce que l'indignation aujourd'hui sélective, on ne la retrouve pas de chaque côté de l'échiquier? Mais il y a évidemment des drames qui nous touchent plus que d'autres, dont on se sent plus proche, qu'on arrive plus facilement à analyser en raison du regard qu'on pose sur la société, sur ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est indiscutable, évidemment. Maintenant, dans les propos qui sont tenus, là, Jordan Bardella, quand il explique qu'il faut la perpétuité réelle, etc., il ne change pas de braquet. C'est ça que je note, c'est simplement qu'en fonction des situations, il y a certains responsables politiques qui changent de politique. Tout à coup, ils veulent une justice extrêmement ferme, alors que la plupart du temps, ils ne parlent que des droits de la défense. La question de la loi, dans certains cas, il faut être absolument intransigeant, et dans d'autres, c'est pas très grave si la loi n'est pas respectée. Et en l'occurrence, la vraie manipulation qu'il y a eu sur ce dossier, en attendant évidemment que l'enquête nous éclaire un peu plus sur ce qui s'est réellement passé, pas ce qui s'est passé, ça on le sait, mais les réelles motivations de ce tueur. C'est simplement que là, en l'occurrence, la gauche a pris très directement la lecture qui l'intéressait dans cette histoire et est partie en manifestation en la martelant tout le week-end, à savoir c'est islamophobe. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau est responsable, puisqu'il avait dit lui-même qu'il ne voulait pas de fillettes voilées dans les compétitions sportives. Excusez-moi, mais de l'un à l'autre, le lien n'est pas évident, alors que, je termine, il refuse, non pas, il ne discute pas, il condamne a priori quand vous posez une question, par exemple, et je reprends les exemples cités par Jordan Bardella, par exemple de la mort de Lola, où la meurtrière est sous OQTF, donc il y a une décision administrative qui fait qu'elle n'aurait pas dû être là. Et ils interdisent que des Français posent la question, demandent des comptes aux politiques sur l'application même des décisions qui sont prises. C'est quand même un lien extrêmement direct, beaucoup plus qu'entre je ne sais quelle prise de parole de Bruno Retailleau qui n'a jamais appelé à tuer qui que ce soit. Je pense que le point le plus fort de l'intervention de Jordan Bardella ce matin, c'était de se poser en protecteur absolu de tous les Français. Tous les Français. Il a été interrogé expressément là-dessus, et d'autres ne l'auraient pas fait. C'est le principe d'un homme politique, effectivement, de protéger tous les Français. Et tous pardonnez-moi, non. Se mettre dans non, pardonnez-moi, non, à une question. Avançons. À une question sur. On lui aurait posé la même question, il aurait dit oui, mais il y a à côté quelque chose. Lui ne l'a pas. Le port du voile. Le port du voile, Jordan Bardella. Je conteste et je suis opposé au port du voile. Parce que je considère que le voile, dans notre société, non seulement n'est pas souhaitable, qu'il est souvent l'étendard, et qu'il est devenu en tout cas l'étendard des frères musulmans et des islamistes pour restreindre les libertés des femmes et pour installer dans la société une logique d'islamisation. Partout où les islamistes sont arrivés au pouvoir, la première mesure qu'ils ont engagée, ça a été vrai aussi dans la Turquie d'Erdogan, ça a été de restreindre les libertés et les droits des femmes et de réinsuffler la culture du voile. Le voile, il n'est pas souhaitable parce qu'il est pour moi une marque de discrimination entre les hommes et les femmes dans notre société. Donc, je suis opposé à titre personnel, comme beaucoup de Français, au port du voile, parce que je considère que dans notre pays, la femme française, elle est libre, que nous sommes les héritiers d'une civilisation immense, d'une civilisation européenne dans laquelle la femme est l'égale de l'homme. Entier, bien évidemment, mais ce qu'on dit depuis plusieurs jours, vous n'allez pas interdire le port du voile en France. Les mœurs dans certaines communautés sont ainsi, et oui. C'est aussi l'échec de l'intégration, c'est l'échec de l'assimilation sans doute, mais d'autres se reconnaissent dans d'autres mœurs que les mœurs traditionnelles françaises. Oui, mais ça c'est une réalité. La réalité aussi du monde contemporain, c'est que vous voyez que un président élu aux États-Unis, en l'espace de 3 mois, a pris près de 200 mesures et immédiatement enclenché une politique contre l'immigration clandestine,
des mesures qui finalement ne suscitent qu'une seule opposition, celle des juges, celle des magistrats. Et d'ailleurs, pour laquelle... Quelques réticences manifestement américaines aussi. J'ai vu des sondages sortir aujourd'hui pour les 100 jours de Trump, on en parlera tout à l'heure. Il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas revenus de Trump, mais en tout cas sont un peu défiants. Non, c'est ce que j'ai... Non, c'est un spectacle sidérant depuis 100 jours auquel on est scotché. Évidemment, il prend des mesures, etc. Mais sur le fond, il y a une chose, par exemple, sur l'immigration, où il avance considérablement. Il a immédiatement supprimé un certain nombre de lois qui lui paraissaient mauvaises, et il a pris des moyens que personne n'imaginerait prendre en Europe. Avec des résultats qui est celui qu'il souhaitait obtenir. On va attendre pour les résultats de Trump de toute façon. Jordan Bardella, je veux finir parce qu'on va recevoir Alexandra dans une seconde aussi. Alexandra que vous connaissez, et Alexandra Blanc, et qui va nous quitter pendant quelques jours, mais qui reviendra plus nombreuse, si j'ose dire. Qui reviendra plus nombreuse. Qui reviendra avec... Comment qui part et qui reviendra, bien sûr, après avoir fait sans doute la plus belle chose au monde. Et on en parlera dans une seconde. Jordan Bardella sur Marine Le Pen. Elle est totalement innocente des faits qui lui sont reprochés. Ce n'est pas une décision de justice qui privera les Français, quelle qu'elle soit, de la décision, de la possibilité de se choisir des idées patriotes lors de la prochaine élection présidentielle. Donc ma position, elle a évolué. Elle n'a pas évolué. Je suis le président du Rassemblement national. Je me prépare à devenir Premier ministre. Marine Le Pen se prépare à devenir présidente de la République. Nous sommes un duo, nous travaillons ensemble. Et j'ai dit de manière très simple et très claire que si Marine Le Pen devait être empêché de se présenter à l'élection présidentielle, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Bon, Thomas Baudet, c'est une bonne stratégie de mettre en place précisément la possibilité que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Il faut préparer l'opinion à cette hypothèse, lever les quelques doutes aussi qui existent malgré tout sur l'hypothèse de Jordan Bardella en tant que président de la République. Moi, j'aime beaucoup sa formule. Je pense pouvoir vous dire que je remplacerai Marine Le Pen. Il prend quand même énormément de précautions. Que je serai son candidat. C'est encore mieux. J'ai aussi noté ce matin dans son interview la prise de distance parfois avec Marine Le Pen sur les questions économiques à nouveau. C'est-à-dire qu'il a vraiment parlé beaucoup des patrons, de la prospérité, de l'économie. Hier, il était avec les représentants de l'association Éthique. Il y a quand même là une grande différence entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Une grande différence ? Oui. Pour moi, la différence, elle est quand même assez importante. Oui, il a raison. De prélèvement obligatoire, parce que un des points faibles de Marine Le Pen, justement, c'était l'aspect économique. Et donc là, le travail de Jordan Bardella, c'est de rassurer les patrons. Elle a quand même censuré un gouvernement sur une hausse d'impôts, enfin qu'on le veuille ou non. Bon, dernier passage, et regardez, c'était une de Valeurs Actuelles hier qui montrait Cyril Hanouna possible candidat à la présidentielle. Il en parlera d'ailleurs ce soir sur Europe 1. Il a dit un mot là-dessus, Jordan Bardella. Je n'y crois pas. Je pense que l'élection présidentielle est devenu un chemin de croix et un parcours du combattant, que ça nécessite aussi d'avoir une forme d'enracinement dans le pays. Maintenant, Cyril Hanouna a beaucoup de talent et j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour son travail. Bon, je veux dire quelque chose. Je ne sais pas si Cyril ira ou pas. Ce que je trouve intolérable, parce que j'ai écouté quelques plateaux, c'est le mépris de classe qu'il existe de certains hommes politiques, ou certaines, que j'ai entendues ces dernières heures, qui feraient mieux de ne plus apparaître à la télévision après le travail politique qu'ils ont fait depuis 40 ans. C'est un citoyen, Cyril. S'il veut se présenter, il se présente. Franchement, je ne lui conseillerais pas de se présenter. Comme j'avais dit à Éric Zemmour, de ne pas se présenter. Un journaliste, un animateur, un homme politique, c'est un métier. Bon, Éric, il a fait ce qu'il a voulu, Éric Zemmour. Et de la même manière, si Cyril me demandait un conseil, mais un conseil non sollicité n'est jamais, n'est jamais écouté. Bon, donc ça ne sert à rien de donner un conseil qui est non sollicité, par définition. Donc, il ne me le demandera pas, mais je lui déconseillerais de se présenter. Bon, mais il n'empêche, c'est un citoyen. Et quand on voit, pardonnez-moi, la nullité de certains depuis 40 ans, qui ne viennent pas donner de leçons à ceux qui ont envie de faire autre chose. Mais pourquoi vous me regardez avec agressivité comme ça ? Je ne suis pas agressif. Mais, non, parce que le mépris, et même des journalistes, j'ai entendu l'espèce de mépris de classe, tout le monde a le droit de se présenter. Oui. Tout le monde. Mais ce qui est très intéressant dans cette candidature potentielle, c'est les candidatures out of the box, hein, les candidatures de
de gens indépendants. On parle de Michel-Édouard Leclerc, on parle de Cyril Hanouna, on évoque d'autres noms. Bon, je vous demande, est-ce que vous pouvez vous lever? Et on applaudit. Ah oui. Je vous demande de vous lever. Est-ce que vous pouvez vous lever? On applaudit Alexandra. On applaudit Alexandra. On applaudit Alexandra. Voilà, Merci on applaudit pour Alexandra. l'accueil. Voilà, Alexandra. Quel Alexandra. accueil, mon cher Pascal. Je crois que j'ai une chanson d'ailleurs pour vous, mais on va l'avoir la chanson. Bon, d'abord, on vous aime. Moi aussi, Bon, et les sais. téléspectateurs vous aiment. je l'espère. Et ils ont un lien, comme avec beaucoup de gens de cette chaîne, un lien particulier, parce que Mais c'est toute vrai que famille. CNews est une chaîne, je pense, particulière. Voilà, elle entretient un lien d'affection, parfois vrai. aussi d'hostilité. Je connais des gens qui ne nous aiment pas beaucoup. Ah bon? Il y en a. Bon. Nous dirait qui? Mais il y a un lien parfois d'affection qui s'est tissé, que vous devez vous rencontrer quand vous allez le matin dans la rue. C'est vrai qu'on crée un lien avec les gens et un lien également entre nous. On est une grande famille, on se connaît depuis maintenant une petite dizaine d'années, mon cher Pascal. Et c'est vrai qu'on crée, c'est la En tout cas, famille une CNews. équipe. Moi, je dis une équipe, une famille, en tout cas une équipe. Il y en a déjà une, c'est... Et Alexandra Blanc, vous allez, Nous sommes deux. voilà, avec un petit garçon que vous allez appeler Pascal, Exact. Ou Anatole, au choix. Ou Anatole. ou Anatole. Bon, vous allez donc faire le plus beau métier du monde ou la plus belle chose au monde, c'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui va naître quand? Il va naître d'ici 3 semaines, 1 mois, a priori à la fin du mois de mai. Donc c'est une nouvelle expérience, nouvelle aventure. C'est vrai que c'est le premier bébé, donc c'est un peu l'inconnu. En tout cas, la grossesse est une merveilleuse aventure et j'ai eu de la chance, puisque j'ai eu quand même une très belle grossesse. J'ai pu travailler quasiment jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Alors, que je salue d'ailleurs. Vous êtes une publicité pour faire des enfants. Parce que... Pas trop grossi, ça va. Enfin, oui, non mais le bébé va naître quand? a priori fin mai. Donc Fin mai. D'ici 3 semaines, 1 mois. Non mais vous vous rendez compte? Maximum 1 mois. Et Donc il va naître sous le signe des Gémeaux. Gémeaux. Entre Taureau et Gémeaux. D'accord. Vous nous faites pas la chanson? Nous sommes les sœurs jumelles. Non. Bon. Donc il va naître dans 3 semaines. Vous travaillez effectivement jusqu'au bout. Vous avez été Avec vous êtes un réveil toujours, en pleine nuit quand même. Voilà, et vous êtes pleine d'énergie. Et effectivement, c'est une publicité formidable. Et c'est bien, je trouve, que faire des enfants dans ce pays, puisque manifestement, nous sommes en difficulté. Et puis c'est un état merveilleux, la grossesse qui je sais pas, c'est un peu inexplicable. On peut pas l'expliquer aux hommes, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut s'expliquer. Oui, c'est vrai. Mais c'est une merveilleuse aventure. C'est sûr que c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait pas après. On va se dire que dans 2-3 semaines, on ne sera plus tout seul. On sera avec un petit être qui ne dépendra que de nous, mais qu'on aime déjà tellement. Bon, c'est un petit garçon. Petit garçon. Et alors, il remue un peu. Ah, il bouge, oui, il bouge énormément, surtout quand il entend votre voix. En fait, il réagit énormément. Un enfant réagit. Pas trop quand même. Un enfant réagit aux voix. Non, mais c'est très impressionnant. Et il y a des voix qui les stimulent plus que les autres. Bon, j'ai vu que la matinale, ce matin, Romain, Chana étaient tous autour de vous et vous ont offert... Et ça, je tenais à remercier vraiment mon équipe parce que j'ai reçu pendant ma grossesse un accueil formidable. Et je sais que ça ne se passe pas toujours comme ça quand on annonce à son employeur qu'on attend un bébé. Et notre grand patron également, Serge Nedjar, qui a été d'une gentillesse incroyable à mon égard. Et c'est vrai que quand on attend un bébé et qu'on travaille dans des conditions aussi agréables, et votre gentillesse également, Pascal. Enfin, Non, mais vous avez, non, vous avez aussi votre médecin personnel qui est présent tout le temps avec vous. Ah oui, Brigitte Millot. Voilà, et voilà qui est à vous ce que M. Gubler était à François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il ne vous quitte pas. Elle ne vous quitte pas. Brigitte est là. Brigitte Millot, évidemment. Brigitte Millot. C'est comme en tout cas, quand on travaille, qu'on est enceinte et qu'on est accueilli comme ça, eh bien, ça fait vraiment plaisir. Eh ben, j'ai une petite chanson rien que pour vous à vous faire écouter. Prendre un enfant on adore. Pour l'emmener vers C'est très doux. Je le ferai écouter quand il sera né. pour lui donner la confiance. Voilà, nouvelle aventure. Vous allez tous me faire pleurer ce matin. C'est le but, hein. Ah oui. Prendre un enfant. Mais merci pour non, mais il y a plein de mères qui vous écoutent en ce moment, qui vous envient, je pense, parce qu'elles ont peut-être... c'est des mamans qui sont peut-être devenues grand-mères et elles voient votre jeunesse, votre énergie, votre beauté. Elles se disent, voilà, vous êtes dans l'éclat. C'est à toutes les jeunes femmes qui ont beaucoup de mal à avoir des enfants.
Ça, c'est aussi important de le dire parce qu'on est une génération qui, parfois, a du mal à avoir des enfants. Donc, je salue également Eh bien, écoutez, vous nous ferez une petite vidéo Bien sûr, du petit Pascal. Et on fera... Oui. Mais il n'y en a plus de Pascal. Mais j'ai proposé même, par exemple... En élevage non plus. mais il y en a plus, et j'ai proposé une autre idée qui pourrait être pas mal. Comment dire, le pape est mort le jour de Pâques, donc le prochain pourrait s'appeler Pascal. Et comme ça, il pourrait faire une certaine audience, pourquoi pas une audience. Bon, non mais... Hanouna, c'est rien. La télé rend fou. La télé rend fou. Hanouna ne veut devenir que président. Voilà. Pascal, c'est pape. La télé rend fou. En fait, tout le monde le sait, la télé rend fou. Bon, Merci. le carillon, Voilà. mais merci. Merci vraiment, Très merci à vous Alexandra. Merci Alexandra. Merci à vous, Pascal. Le carillon d'Europe.